Le monde réclame 50% de lithium en plus, soudainement. Pourtant, l'Afrique détient plus de 60% des réserves critiques et ne pèse qu'environ 5% de la production, laissant la valeur ajoutée s'échapper. Alors, que devient le Burkina Faso quand cet écart se resserre, que les puissances extérieures se repositionnent, et que peut réellement signifier un geste institutionnel pour Ibrahim Traoré et ceux qui espèrent reprendre la main? Derrière ces chiffres, le cadrage médiatique s'emballe, les marges internes se rétrécissent et une bascule discrète réorganise déjà souveraineté, légitimité et contrôle institutionnel. Ce qui suit ne cherche pas à trancher un débat idéologique, mais à clarifier un mécanisme souvent mal compris. En 10 à 12 mots, la promesse est simple: comprendre comment un décalage structurel reconfigure un État. L'enjeu dépasse largement le lithium ou une réforme administrative isolée. Il touche à la capacité d'un pays à transformer une ressource stratégique en levier de décision, puis en légitimité politique durable. Lorsque la demande mondiale s'accélère, chaque ajustement interne cesse d'être neutre. Il est lu, interprété et parfois instrumentalisé par des acteurs extérieurs aux intérêts divergents. Dans ce contexte, le Burkina Faso n'évolue pas dans un vide. Les choix institutionnels s'inscrivent dans une architecture héritée, marquée par des décennies où la valeur était extraite sans être contrôlée localement. Le risque, c'est double: rester spectateur d'une richesse convoitée ou déclencher une réaction en chaîne mal anticipée. Comprendre cette séquence, c'est donc mesurer ce qui est réellement en jeu lorsque souveraineté, il y a ressources critiques et pression géopolitique entrent en collision. Une question reste suspendue: où se situe la véritable marge de manœuvre? La séquence bascule quand un chiffre simple reconfigure la lecture. 50% de hausse mondiale de la demande de lithium concentrée en quelques années. Au même instant, une décision administrative locale, présentée comme technique, déclenche des interprétations qui dépassent largement son périmètre initial. Ce décalage entre ampleur globale et geste institutionnel explique la surprise. Pendant longtemps, le Burkina Faso a occupé une position périphérique dans les chaînes de valeur des ressources critiques, présent dans les réserves, absent dans la transformation, marginal dans la fixation des règles. Ce compromis tacite a tenu tant que la pression restait diffuse. Lorsque la demande s'accélère, chaque variable change de statut. Ce qui était tolérable devient stratégique, ce qui était discret devient visible. Le contexte est donc double. D'un côté, une économie mondiale en transition énergétique resserre ses chaînes industrielles autour de gisements jugés sûrs. De l'autre, des États africains constatent que la valeur créée s'échappe malgré des ressources devenues centrales. Cette tension latente n'est pas nouvelle, mais elle s'intensifie lorsque les chiffres cessent d'être abstraits et commencent à orienter les décisions diplomatiques. C'est ici que le cadre narratif se fissure. Les récits extérieurs interprètent l'événement à travers des grilles préexistantes: stabilité, risque, continuité institutionnelle. À l'intérieur, la lecture diffère: recentrage, réappropriation, correction d'un déséquilibre accepté trop longtemps. La divergence n'est pas idéologique, elle est structurelle. Elle naît d'une position différente dans la chaîne de valeur. Dans ce croisement, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole isolé que comme le point de convergence d'une pression accumulée. Chaque geste prend une portée disproportionnée parce qu'il intervient au moment précis où les règles implicites du jeu se recomposent. La mini-révélation tient donc dans ce contraste. Ce qui semble mineur localement devient majeur globalement, non par intention, mais par synchronisation. La question initiale trouve ici son premier éclairage.
Si un ajustement administratif suffit à provoquer une telle onde, que révèle-t-il de ce qui avait été accepté jusqu'alors? Le changement ne se lit pas d'abord dans les communiqués officiels, mais dans des trajectoires discrètes. À Ouagadougou, de jeunes administrateurs longtemps cantonnés à des fonctions secondaires voient leurs responsabilités s'élargir lorsque certains processus civiques sont réorientés vers des structures locales. Le mouvement est rapide, parfois improvisé, mais il crée un effet immédiat. Des relais institutionnels apparaissent là où dominaient auparavant des dispositifs externalisés. Plus au nord, dans des zones frontalières, soumises à une pression sécuritaire constante, des équipes civiles impliquées dans la surveillance territoriale décrivent un glissement subtil. La légitimité du discours national offre un cadre plus clair pour interpréter les signaux provenant de régions sensibles, notamment celles où se superposent enjeux miniers et sécurité. Ce n'est pas un bouleversement spectaculaire, mais une clarification progressive des rôles et des priorités. Ces deux microcas illustrent un mécanisme commun. Une décision présentée comme technique modifie l'ancrage local du pouvoir en redéfinissant qui fait quoi et au nom de quelle logique. La réforme institutionnelle cesse alors d'être abstraite. Elle se matérialise dans des gestes quotidiens, des procédures réajustées, des marges d'initiative retrouvées. L'impact précoce n'est pas uniforme. Il génère à la fois un regain de cohérence interne et une inquiétude prudente face aux réactions extérieures possibles. Mais il révèle surtout un point clé. La souveraineté ne s'impose pas d'un bloc, elle s'installe par accumulation. Lorsque ces acteurs locaux deviennent visibles, le recentrage institutionnel acquiert une crédibilité nouvelle indépendamment des récits dominants. En d'autres termes, quand les relais changent, l'équilibre commence déjà à se déplacer. Avant, la décision aurait été classée comme un ajustement administratif parmi d'autres. Après, elle devient un point de rupture interprétatif parce que le contexte n'est plus le même. Le déclenchement est sec. Un acte formel, limité dans son périmètre, suspend un organe institutionnel financé de l'extérieur. Le geste est présenté comme technique, presque routinier. Pourtant, au moment précis où il intervient, la demande mondiale de lithium accélère, les chaînes industrielles se tendent et les zones minières du Sahel gagnent en visibilité stratégique. Cette synchronisation transforme l'acte en signal. La montée est immédiate. Les réseaux diplomatiques réagissent en quelques heures. Les capitales étrangères s'interrogent. Les médias internationaux cadrent l'événement comme un indicateur d'instabilité potentielle. Les mots circulent plus vite. Risque, rupture, dérive. Le récit se construit mécaniquement en s'appuyant sur des grilles déjà connues, sans attendre que les effets internes se matérialisent. Dans cette phase, la vitesse compte plus que la nuance. À l'intérieur du pays, la lecture suit un autre tempo. Les institutions locales interprètent la décision comme un recentrage. Les administrations, longtemps dépendantes de dispositifs extérieurs, testent une marge de manœuvre nouvelle. La population observe avec attention, entre prudence et sentiment diffus, d'un contrôle partiellement retrouvé. C'est dans cet écart de perception que le nom d'Ibrahim Traoré commence à circuler comme point d'ancrage d'une trajectoire souveraine en construction. Non comme une posture déclarative, mais comme une séquence en train de se faire. Le point culminant survient lorsque la décision initiale cesse d'être l'objet principal du débat. Elle devient un prisme. Chaque mouvement régional est désormais relu à travers elle. Au Mali voisin, les tensions s'intensifient près de certaines zones riches en ressources critiques, des patrouilles se renforcent, des groupes armés se déplacent, et des régions frontalières deviennent des espaces où intérêts économiques, sécurité et rivalité d'influence se superposent.
Aucun lien direct n'est établi, mais la corrélation nourrit l'inquiétude. Les répliques s'installent ensuite dans la durée, moins bruyantes, mais plus structurantes. Les administrations locales réorganisent leurs circuits décisionnels. Les responsabilités se redéfinissent. Les débats publics gagnent en intensité, articulant désormais souveraineté, ressources et sécurité dans un même espace de discussion. Les acteurs extérieurs, eux, ajustent leur position avec prudence, évaluant les risques sans disposer encore de repères stabilisés. Cette phase révèle un mécanisme clé. Une décision unique n'explique pas la transformation, mais elle active une chaîne de réactions latentes. Ce sont les conditions préexistantes: pression sur les ressources, dépendance structurelle, fragilité régionale, qui amplifient l'effet. Le geste agit comme un révélateur plutôt que comme une cause isolée. La ligne d'événements ne suit donc pas une trajectoire linéaire. Elle alterne accélération et ralentissement, bruit médiatique et ajustement silencieux. Ce va-et-vient explique pourquoi l'interprétation reste instable. Ce qui est certain, en revanche, c'est que le point de non-retour est franchi. Le cadre antérieur ne suffit plus à lire la séquence actuelle. La question ouverte au départ se précise alors. Si un simple déclencheur peut produire une telle cascade, que se passe-t-il lorsque les réformes cessent d'être ponctuelles pour devenir un mouvement durable? Le point de départ est stable. Pendant des décennies, l'économie des ressources africaines a reposé sur un modèle connu: extraction locale, transformation extérieure, valeur captée ailleurs. Dans ce cadre, les variations conjoncturelles n'altéraient pas l'équilibre général. Le point de départ était clair: abondance de réserves, faible contrôle industriel, dépendance structurelle aux circuits internationaux. Le premier écart apparaît avec un chiffre désormais central: 50% de hausse de la demande mondiale de lithium. Cette augmentation rapide indique que les chaînes industrielles liées à la transition énergétique se sont resserrées autour d'un nombre limité de zones considérées comme critiques. Chaque gisement gagne mécaniquement en importance stratégique indépendamment de son niveau actuel d'exploitation. Autrement dit, la valeur potentielle précède désormais la production effective. Le second, repère chiffré, introduit une dissonance majeure. Environ 5% seulement de la production mondiale de lithium provient du continent africain, malgré des réserves bien supérieures. Ce ratio révèle un déséquilibre structurel. Il signifie que la transformation industrielle, la fixation des prix et la capture de la valeur ajoutée se situent presque entièrement hors des pays extracteurs. La ressource existe, mais le levier économique reste externe. Le troisième chiffre élargit encore la perspective. Près de 200 milliards de dollars d'exportations annuelles de ressources africaines quittent le continent sous forme brute. Ce volume suggère une hémorragie économique durable où la richesse circule sans s'ancrer. Dans ce modèle, les États restent exposés aux fluctuations globales sans disposer des outils pour les amortir. L'écart ne réside donc pas seulement dans la demande, mais dans l'incapacité historique à convertir cette demande en autonomie décisionnelle. Placés côte à côte, ces trois repères composent un tableau cohérent. La pression mondiale augmente, la part productive reste marginale et la valeur ajoutée s'échappe. Dans ce contexte, toute réforme institutionnelle cesse d'être neutre. Elle intervient sur un système déjà sous tension où chaque ajustement est perçu comme un signal potentiel de rééquilibrage ou de rupture. C'est ici que la lecture change pour le Burkina Faso. La dissolution d'un organe électoral financé de l'extérieur ne peut plus être interprétée comme un simple réajustement technique. Elle s'inscrit dans un environnement où les chiffres ont redéfini les priorités des acteurs industriels, diplomatiques et sécuritaires.
La réaction n'est pas proportionnelle à l'acte, mais à la configuration chiffrée dans laquelle il s'insère. Dans cette bascule, Ibrahim Traoré apparaît comme un acteur confronté à une équation asymétrique. Les données économiques imposent un rythme que les institutions locales doivent absorber. Le discours officiel, parfois perçu comme abrupt, reflète surtout une tentative de réduire un écart mis en lumière par les chiffres. Cet écart n'est pas un choix idéologique, il est une réponse à une pression mesurable. La preuve quantitative referme ainsi la seconde boucle de curiosité. Les tensions observées ne relèvent pas d'une dérive isolée, mais d'une modification profonde des paramètres économiques. Lorsque le point de départ change, les réactions deviennent inévitables. Et lorsque les chiffres cessent d'être abstraits, ils redéfinissent la portée de chaque décision. Deux lectures dominantes structurent l'interprétation de la séquence en cours. La première, largement relayée dans certaines capitales étrangères, affirme que l'intervention internationale constitue un rempart indispensable contre l'instabilité chronique du Sahel. Selon cette perspective, la présence militaire extérieure, les dispositifs institutionnels financés hors du pays et les partenariats sécuritaires seraient les seuls garants d'un équilibre minimal dans une région exposée aux groupes armés. Remettre en cause ces mécanismes reviendrait, dans cette lecture, à fragiliser un environnement déjà précaire. La seconde lecture, très présente sur le continent africain, conteste ce postulat. Elle souligne que la persistance, voire l'aggravation, des conflits malgré des années de présence étrangère affaiblit l'argument stabilisateur. Selon cette vision, les dispositifs externalisés perpétuent des schémas hérités, maintenant les États dans une position subalterne. Les zones riches en ressources critiques attireraient une attention extérieure davantage liée à des intérêts industriels globaux qu'aux besoins locaux réels. Ces deux thèses possèdent une part de cohérence interne. C'est précisément pour cette raison qu'elles s'affrontent durablement. La réponse la plus solide ne se situe pas dans une posture idéologique, mais dans les données déjà évoquées. Les chiffres montrent que l'Afrique concentre plus de 60% des réserves mondiales de minéraux critiques, tout en ne représentant qu'une fraction marginale de la production et de la transformation. Ils indiquent aussi que la présence internationale prolongée n'a pas coïncidé avec une réduction durable de l'insécurité dans plusieurs zones du Sahel. La ligne directrice qui émerge est donc plus nuancée. Le véritable enjeu, l'enjeu ne réside ni dans l'acceptation aveugle des dispositifs extérieurs, ni dans leur rejet systématique. Il se situe dans la capacité des États à redéfinir les conditions de leur propre stabilité à partir de leurs ressources et de leurs institutions. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré est moins celle d'un acteur de rupture que celle d'un décideur confronté à une équation contrainte par les données. L'argument le plus solide se referme ainsi sur une conclusion opérationnelle. Sans maîtrise des paramètres économiques et institutionnels, aucune présence extérieure ne peut produire une stabilité durable. Les chiffres n'arbitrent pas le débat, mais ils en déplacent le centre de gravité. Jusqu'ici, la séquence pouvait encore être lue comme une controverse institutionnelle de plus, amplifiée par le contexte régional. À ce point médian, une autre lecture s'impose. Le cœur du déplacement n'est ni la réforme en elle-même, ni la ressource prise isolément, mais la fracture narrative qui s'ouvre entre interprétations externes et dynamiques internes. À l'extérieur, le cadre dominant reste stable. Chaque ajustement est lu comme un signal de risque, chaque recentrage comme une fermeture. Les analyses s'empilent, souvent cohérentes entre elles, mais déconnectées des effets concrets observés sur le terrain. À l'intérieur, au contraire, la décision agit comme un révélateur.
Elle rend visible des responsabilités longtemps diluées, clarifie des chaînes de commandement et redonne une lisibilité à l'action publique. C'est dans cet espace que Ibrahim Traoré cesse d'être perçu uniquement à travers le prisme des réactions internationales. Il devient le point de fixation d'un récit alternatif en construction, porté moins par des déclarations que par une accumulation de micro-changements institutionnels. La souveraineté n'est plus invoquée comme un principe abstrait, mais expérimentée comme une pratique quotidienne. Ce renversement est silencieux, mais structurant. Une fois le récit fissuré, il ne revient pas en arrière. Les acteurs ajustent désormais leur comportement en fonction de cette nouvelle grille de lecture. La question laissée ouverte est simple. Quand le récit bascule, qui contrôle encore la suite des événements? Les effets du basculement décrits précédemment ne restent pas théoriques. Ils se matérialisent dans 4 sphères distinctes, où chaque acteur vit différemment la transformation en cours. Et c'est ici que la fracture narrative évoquée au point médian devient mesurable, non par des déclarations, mais par des ajustements observables. Pour l'État, le recentrage des décisions crée un mouvement inédit. Des administrations autrefois marginalisées retrouvent une capacité d'initiative. Les circuits internes gagnent en cohérence même si la pression extérieure demeure forte. Les autorités territoriales perçoivent plus clairement leur rôle, ce qui modifie les rapports entre institutions centrales, relais locaux et population. Dans ce cadre mouvant, Ibrahim Traoré circule comme figure de référence, non parce qu'il impose une ligne unique, mais parce qu'il incarne la tentative de tenir ensemble cohérence interne et exposition internationale. Pour les entreprises, notamment celles liées aux ressources critiques, l'incertitude devient un paramètre central. Les acteurs industriels réévaluent leur stratégie anticipant une possible renégociation des cadres existants. Certains y voient un risque à court terme, d'autres une opportunité à moyen terme si la valeur ajoutée locale devient un objectif explicite. Cette hésitation ralentit certaines décisions, mais elle force aussi une relecture des équilibres antérieurs, longtemps considérés comme figés. Pour la population, l'impact est plus diffus mais réel. Le recentrage institutionnel alimente un sentiment ambivalent. D'un côté, une attente nouvelle émerge, celle de voir les ressources servir davantage les besoins internes. De l'autre, la crainte d'un isolement ou de répercussions économiques subsiste. Les débats publics gagnent en intensité, reliant désormais souveraineté, sécurité et quotidien. La réforme cesse d'être abstraite. Elle devient un sujet de conversation ordinaire, ancré dans l'expérience vécue. Pour la région, enfin, les répercussions sont immédiates. Les États voisins observent attentivement la trajectoire burkinabé. Dans les zones frontalières, notamment celles riches en minéraux stratégiques, les tensions se recomposent. Certains gouvernements envisagent des ajustements similaires, tandis que d'autres adoptent une posture prudente, redoutant une réaction trop brutale des partenaires internationaux. Le Burkina Faso devient ainsi un point de référence, volontairement ou non. Au croisement de ces 4 sphères, une conclusion s'impose. La décision initiale n'a pas seulement déplacé un rapport de force ponctuel, elle a réactivé des lignes de fracture latentes et révélant à quel point les équilibres étaient déjà fragiles. Et c'est dans cette recomposition que la dynamique associée à Ibrahim Traoré prend toute sa portée. Elle oblige chaque acteur à ajuster sa lecture sans certitude sur le point d'arrivée. 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. Aucune n'est certaine, toutes dépendent de la manière dont souveraineté, ressources critiques et pressions extérieures continueront de s'articuler. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir, ils structurent donc les marges de décision. Le scénario de base repose sur un ajustement progressif. Les autorités poursuivent le recentrage institutionnel sans rupture frontale,
avec les partenaires internationaux. Les canaux diplomatiques restent ouverts, même s'ils sont plus prudents. Les zones sensibles du Sahel demeurent sous surveillance renforcée, sans escalade majeure. La croissance reste modeste, mais la cohérence administrative s'améliore, permettant une stabilisation relative. Ce scénario prolonge la dynamique actuelle sans la transformer radicalement. Le scénario optimiste suppose un effet d'entraînement régional. Le repositionnement burkinabé inspire d'autres États du Sahel à renforcer leurs propres cadres institutionnels et à rééquilibrer la gestion des ressources critiques. Les partenariats internationaux s'adaptent, intégrant davantage la valeur ajoutée locale. Les tensions frontalières se réduisent grâce à une coordination accrue entre voisins. Dans cette configuration, la transition actuelle devient un catalyseur d'un nouvel équilibre régional, plus autonome et plus lisible. Le scénario pessimiste repose sur une montée des frictions. Certaines puissances décident d'accentuer leur pression diplomatique, économique ou sécuritaire afin de préserver leurs intérêts stratégiques. Les investissements se contractent, les zones minières deviennent toutes des points de crispation et les tensions civiles ou militaires augmentent. La région se transforme en espace de confrontation indirecte, réduisant fortement les marges d'action nationales. Ces trois scénarios partagent un point commun. Aucun ne dépend d'un choix unique. Ils résultent d'une succession de micro-ajustements, parfois techniques, parfois politiques, dont les effets cumulés orientent la trajectoire. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme l'architecte d'un plan figé que comme un gestionnaire de tensions évolutives. La recommandation de fond est donc méthodologique. Penser la souveraineté comme un processus permet de sortir de la logique du tout ou rien. La question ouverte reste entière. Comment consolider une trajectoire autonome sans déclencher des réactions qui en réduiraient immédiatement la portée? Les transformations décrites ne se limitent pas aux institutions ou aux cercles diplomatiques. Elles résonnent différemment selon la position de chacun, et c'est dans ces perceptions croisées que la dynamique prend toute sa profondeur humaine. Pour celles et ceux qui vivent au Burkina Faso ou dans les pays voisins, la transition actuelle redéfinit la relation entre l'État et la population. Le recentrage des décisions suggère qu'un espace existe encore pour construire des modèles plus proches des réalités locales. Les débats publics gagnent en intensité et la souveraineté cesse d'être un concept lointain pour devenir une expérience quotidienne, liée à la gestion des ressources, à la sécurité et aux responsabilités administratives. L'attente est forte, voir les réformes se traduire en effets tangibles. Pour la diaspora, l'expérience est différente. Exposée à des récits médiatiques internationaux souvent critiques, elle perçoit un décalage entre ses lectures et les dynamiques internes observées ou rapportées. Cette tension crée un rôle particulier. Beaucoup deviennent médiateurs, expliquant, nuançant, corrigeant des interprétations simplifiées du Sahel. Cette position intermédiaire confère à la diaspora une influence discrète mais réelle dans la circulation des idées et la construction d'un contre-récit plus équilibré. Pour l'observateur étranger, enfin, la séquence impose un réajustement analytique. Les notions de stabilité, de partenariat ou de sécurité, longtemps considérées comme acquises, doivent être repensées à l'aune des ressources critiques et des transitions institutionnelles. Le Sahel apparaît moins comme une périphérie passive que comme un espace où se jouent des tensions globales. Dans cette relecture, Ibrahim Traoré n'est pas seulement un nom associé à une crise, mais un point de référence pour interroger des cadres d'analyse devenus insuffisants. Ces trois regards ne convergent pas spontanément. Pourtant, leur mise en dialogue constitue déjà une forme de transformation, en élargissant l'espace de compréhension collective.
La transition engagée ne peut produire d'effets durables sans une structuration progressive. Les tensions observées montrent qu'une trajectoire souveraine ne se décrète pas. Elle s'organise à travers des leviers précis, capables de consolider l'autonomie interne tout en maîtrisant les risques externes. 5 étapes permettent de lire cette logique sans la figer. La première consiste à ancrer la gouvernance locale. Le recentrage des décisions doit s'appuyer sur des relais administratifs solides capables de traduire les orientations nationales en pratiques territoriales cohérentes. Clarifier les responsabilités réduit l'incertitude et renforce la crédibilité de l'action publique. La deuxième étape vise à sécuriser les zones sensibles. Les régions frontalières où se superposent enjeux sécuritaires et ressources stratégiques exigent une coordination renforcée entre acteurs civils et autorités. Une sécurité mieux structurée limite l'espace laissé aux ingérences et stabilise la trajectoire institutionnelle. La troisième étape concerne le rééquilibrage des partenariats économiques. Il ne s'agit pas de rompre, mais de renégocier des cadres favorisant davantage la valeur ajoutée locale. Cette orientation réduit la dépendance sans isoler le pays des circuits internationaux. La quatrième étape porte sur la clarification du récit national. Une communication cohérente permet d'éviter que les réformes soient interprétées uniquement à travers des grilles externes. Le récit devient un outil stratégique pour maintenir l'adhésion interne et limiter les malentendus diplomatiques. La cinquième étape s'appuie sur la coopération régionale. En renforçant les alliances avec les États voisins, le Burkina Faso consolide sa position et amortit les pressions extérieures. Dans cet ensemble, Ibrahim Traoré apparaît comme un coordinateur plus que comme un acteur solitaire, au point de jonction entre institutions, territoires et dynamique sociale. Cette feuille de route ne promet pas l'absence de tensions. Elle propose un cadre pour les absorber sans perdre le cap. Le fil évoqué plus tôt réapparaît ici, non comme un symbole abstrait, mais comme une réalité tangible. Les jeunes administrateurs de Ouagadougou, les équipes civiles dans les zones frontalières, les relais locaux longtemps invisibles incarnent désormais la dimension humaine de la transition. Leurs gestes sont modestes: organiser un registre, sécuriser un territoire, expliquer une réforme, ajuster une procédure. Pourtant, ce sont eux qui donnent une consistance quotidienne aux décisions analysées à l'échelle géopolitique. Dans ces espaces ordinaires, la souveraineté cesse d'être un mot chargé pour devenir une pratique. Elle se manifeste dans la cohérence retrouvée des responsabilités, dans la lisibilité accrue de l'action publique et dans la perception nouvelle d'un État capable d'agir par lui-même. Cette transformation n'est ni spectaculaire ni instantanée. Elle progresse par accumulation, à mesure que les acteurs locaux s'approprient leur rôle. C'est dans cette dynamique que Ibrahim Traoré prend une autre épaisseur, non comme une figure isolée, mais comme le point de convergence d'une volonté collective qui s'exprime à travers des milliers de micro-initiatives. Sa place se définit moins par la parole que par l'alignement progressif entre institutions et territoires et pratiques. La phrase qui s'impose est simple et durable. La souveraineté vit dans les gestes quotidiens. Elle rappelle que la transformation n'est jamais réelle que lorsqu'elle est portée par ceux qui la mettent en œuvre, loin du bruit des récits de dominants. La séquence décrite ne se referme pas sur une certitude, mais sur un espace de discussion élargi. Les dynamiques à l'œuvre au Burkina Faso dépassent un pays, un dirigeant ou une ressource précise. Elles interrogent la manière dont les sociétés contemporaines redéfinissent souveraineté, stabilité et dignité collective dans un monde soumis à des pressions globales croissantes. Chaque élément de cette trajectoire montre que les transitions
ne peuvent plus être lues uniquement à travers des cadres extérieurs préétablis. Elles prennent forme dans des décisions institutionnelles, mais aussi dans des expériences quotidiennes, des perceptions sociales et des récits concurrents qui coexistent sans toujours se rencontrer. Mettre ces lectures en dialogue devient alors un enjeu en soi. Dans ce contexte, le cas associé à Ibrahim Traoré agit comme un révélateur. Il invite à dépasser les jugements rapides pour examiner les mécanismes profonds. Qui contrôle la valeur, qui définit le récit et qui supporte les conséquences des choix collectifs. Aucun de ces enjeux n'admet de réponse simple ou définitive. Si cette analyse éclaire certains angles, elle n'a de portée que si elle circule, se confronte et s'enrichit d'autres points de vue. La compréhension du Sahel, comme de toute région en transition, gagne à être plurielle. Alors, au-delà des titres et des réactions immédiates, et quelle lecture retenez-vous de ce moment de bascule et quelles questions vous semblent encore ouvertes?